Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien essentiel où on va commenter l'actualité internationale, l'actualité française. Et j'ai le plaisir pour ce faire de recevoir Yvan Rioufol que vous connaissez tous, un journaliste. Bonjour Yvan Bonjour. et bienvenue sur le plateau de François. Alors on sait que l'actualité elle est très chargée en ce moment. On a vu les agriculteurs et la crise des agriculteurs qui a été plus ou moins résolue, mais elle est revenue à l'actualité cette semaine. Et François Bayrou, la semaine dernière, a déclaré qu'il y avait quand même un problème entre le sommet et la base. Et je pense que j'aimerais avoir votre avis sur ce point-là. François Bayrou découvre l'eau tiède, ou, enfin en tout cas nous parle comme dans un filet d'eau tiède, mais il découvre une vérité qui a été décrite par bien d'autres que par moi, mais également par moi depuis au moins 20 ans. C'est-à-dire qu'en effet, nous vivons une fracture de plus en plus préoccupante entre ce qu'il appelle le sommet et la base, c'est-à-dire entre les dirigeants, les élites, appelons-les les élites, et le peuple ordinaire, mais simplement il semblerait, à croire François Bayrou, que le gouvernement ne s'en soit toujours pas rendu compte. Et d'autant plus que je rapproche cette déclaration de François Bayrou à celle de l'ancien Premier ministre de Macron, Édouard Philippe, qui, dimanche, dans la tribune dimanche, quand on lui demandait quel était le profil idéal du prochain président de la République, dans 3 ans, a dit qu'il faudrait que ce soit une personnalité qui soit enracinée, qui parle peu et qui agit. C'est-à-dire exactement le contre-portrait de ce qu'est aujourd'hui non seulement Emmanuel Macron, mais toute la Macronie, qui est en fait un monde bavard, qui distille des idées creuses et qui n'arrive pas à prendre de décision. Et j'y inclus d'ailleurs Gabriel Attal, qu'on a présenté malgré tout comme étant l'anti-Macron dans la mesure où il parlait clair. On en reparlera de Gabriel Mais Attal. on se rend bien compte que même Gabriel Attal est dans ce petit monde étroit, de ce petit monde parisien. Et d'ailleurs, la démonstration, plus généralement, en a été donnée par le gouvernement lui-même, puisque sur les 15 ministres qui ont été nommés par le président de la République, 10 proviennent de Paris ou de la région parisienne. Donc, comment voulez-vous que ce monde-là, ce monde élitiste-là, cette petite caste, cette oligarchie, appelez-la comme vous voulez, puisse comprendre les soubresauts et la crise existentielle qui parcourt toute la société française et toute cette société ordinaire, toute cette France oubliée. Je pense que c'est cette France oubliée qui aujourd'hui est exaspérée, elle est prête à redescendre dans la rue, dans la mesure où elle a été bien représentée par le monde agricole. Je ne sais pas si on y reviendra, mais je pense que la révolte agricole est une révolte à suivre de près, car elle est le révélateur précisément de cette crise plus générale d'une société qui n'arrive pas à se faire entendre et qui a décidé aujourd'hui de revenir au centre du débat et d'évacuer du centre du débat toutes ces élites qui ne comprennent pas la vie des gens. Voilà, grosso modo, quel est... Prenons l'exemple quand même des agriculteurs. Bon, on a vu pendant 15 jours les agriculteurs qui soient montés à Paris. On a vu le ministre se rendre en province. Je vous ai entendu, je vous ai compris prendre des mesurettes. C'était difficile de trouver de l'argent pour les agriculteurs et en même temps, on trouvait quelques dizaines de milliards pour aider l'Ukraine. Donc, quand c'est nécessaire, on trouve l'argent et quand c'est pas nécessaire, on le trouve pas. C'est aussi ce deux poids deux mesures que l'on voit. Oui, je pense que à la vérité, c'est que les agriculteurs, est un monde qui n'intéresse pas ce monde parisien que je vous ai décrit. Simplement, je crois que cette analyse qui est un peu courte, qui consisterait à se dire que dans le fond, le monde agricole ne représente plus que 1 à 2% de la population française et que donc elle n'est plus électoralement payante. Or, on s'est aperçu que c'était le monde agricole lui-même qui était porteur d'un véritable discours politique structuré, tandis que le monde politique professionnel ne distille plus que que de la communication. Que de la communication et de l'eau tiède à la François Bayrou. On s'est aperçu ces 15 derniers jours à travers les prises de parole des leaders syndicaux et singulièrement de la coordination rurale qu'ils avaient un discours d'abord très structuré, très clair, tout à fait remarquable dans leur expression même et surtout qu'ils identifiaient quels étaient les maux de la société, ces maux de la société que le discours politique n'est pas capable d'identifier lui-même. C'est-à-dire, je veux dire par là qu'eux-mêmes se réclamaient d'un enracinement, se réclamaient d'une protection, se réclamaient d'un bon sens, d'un réalisme, d'un pragmatisme, enfin toutes ces vertus qui aujourd'hui, maintenant, sont réclamées y compris par le Premier ministre, qui veut lui aussi maintenant être réaliste et prôner le bon sens avec Gérald Darmanin. Il est d'ailleurs amusant de voir comment tous ces hommes politiques qui sont déconnectés des réalités se raccrochent à des mots qui sont les mots
de la droite très souvent, ou les mots du monde paysan. Les mots bateaux, quelque part, aussi. Oui, enfin, des mots essentiels, quand même. Oui, qui peuvent être pleins de sens comme vides de oui, sens. Voilà. C'est-à-dire que quand j'entends un homme politique se réclamer de l'enracinement, alors que lui-même fait partie des déracinés, vous savez, j'ai fait cette opposition entre les enracinés et les déracinés qui me paraît être une bonne dialectique, et on voit bien qu'il y a donc un mensonge dans le discours et qu'il y a un manque de lucidité chez ceux qui se réclament d'un enracinement, alors qu'eux-mêmes se réclament de la mondialisation, de l'Europe supranationale, et qui méprisent les peuples et leurs usages. Donc, naturellement, les agriculteurs sont pleins de bon sens, ils ont identifié les maux de la société. Donc la ils sont soutenus surtout par la société. C'est-à-dire qu'ils représentent 1% de la société, mais ils représentent 80% des soutiens de la société. Ils sont aussi soutenus par le gouvernement, puisque le gouvernement dit qu'ils les soutiennent. Enfin, ou alors, qui croire maintenant? Écoutez, il faut croire les agriculteurs, parce qu'on voit bien que si les agriculteurs redescendent dans la rue, c'est que les syndicats qui les représentent, c'est-à-dire la FNSEA, les jeunes agriculteurs et la coordination rurale pour partie, a été trop vite en besogne en donnant quitus à un système. Je pense que les agriculteurs sont à deux doigts maintenant de récuser leurs représentants syndicaux si les représentants syndicaux cautionnent un système. Et le système que refusent, tel que je le comprends, les agriculteurs et plus généralement les Français aujourd'hui, c'est un système d'abord d'une Europe supranationale, technocratique, qui est une productrice de normes et qui est en plus une Europe qui est très perméable à la doctrine écologiste qui ne voit en l'écologie qu'un monde indépassable. Or, je vous rappelle tout de même que l'Europe ne participe qu'à 7% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. 7%, c'est quand même pas... on est on est loin d'être majoritaire, et que la France, dans ces émissions-là, ne représente que 0,7%. Alors, je suis d'accord pour dire qu'il faut faire des efforts, naturellement, pour réduire les pollutions, les gaz à effet de serre et les pesticides, mais si l'on continue à importer en France des produits qui ne respectent pas ces normes-là, cela ne sert à rien et cela affaiblit les producteurs, les agriculteurs. Et donc, c'est tout ce débat rationnel qui est également posé. On se donne des critères qui nous rendent non compétitifs, non concurrentiels. On se met des boulets aux pieds, bien sûr. Ouais. Voilà. Des boulets aux pieds. Alors, quand même, François Bayrou, il est, je crois, commissaire au plan. Donc, quelque part, quand on planifie correctement, on devrait identifier tous ces problèmes et essayer de les résoudre. Vous lui posez la question de savoir pourquoi, en effet, il ne l'a pas découvert. J'ai également entendu Éric Woerth, c'était sur la question du droit du sol, dire, quand on lui posait la question de savoir s'il fallait généraliser le droit du sol, il a dit cette question est une question très, très complexe sur laquelle nous n'avons pas encore réfléchi. Donc ces gens ne réfléchissent pas, parce que cette question du droit du sol, c'est un autre sujet, mais c'est une question qui est posée maintenant depuis 30 ans. Je l'ai moi-même abordée depuis à peu près 30 ans dans tous mes écrits, pour la défendre d'ailleurs, pour défendre sa suppression, parce que l'on voit bien aujourd'hui qu'il y a une sorte de violence identitaire à vouloir imposer une nationalité française à des jeunes personnes qui sont nées en France sont français, mais qui ne se reconnaissent pas comme étant français, mais qui se reconnaissent de leur nationalité d'origine, algérienne, tunisienne, etc. On entend ça tous les jours quand vous interviewez ceux qui manifestent dans les rues, dans les contre-sociétés, qui se réclament du pays de leur père ou de leur grand-père, mais qui disent des autres qu'ils sont eux-mêmes des Français pour se différencier d'eux. Donc on voit bien qu'il y a une violence identitaire qui est portée par certains qui sont français sans se réclamer de la France, et donc il est urgent de cesser ce droit du sol qui donne une nationalité automatique pour revenir d'abord au droit du sang qui est le lot commun, mais également au droit de la volonté. C'est-à-dire que naturellement il ne faut pas fermer l'accès de la nationalité à quiconque, ce serait idiot, mais de l'ouvrir à ceux qui désirent ardemment rentrer dans cette communauté de destin qu'est la France. Or pour l'instant ce discours-là est un discours que n'entendent pas non plus les hommes politiques qui sont arc-boutés sur ce tabou que serait le droit du sol. Je ne vois pas pourquoi le droit du sol serait un tabou à ce point infranchissable. Et l'on voit bien qu'il y a des dégâts à réparer. Et ces dégâts ça ne s'arrêtent pas simplement aux Comores, mais doivent être généralisés à l'ensemble de la métropole. Et il consisterait en effet à supprimer le droit du sol qui accorde une nationalité automatique à ceux qui n'en veulent pas. Parce que, en fait, on pourrait aussi prendre l'exemple Saint-Laurent-du-Maroni au Brésil, où il y a, en Guyane, juste à côté du Brésil, et du Suriname, où il y a énormément d'étrangers qui viennent pour justement acquérir cette nationalité. Oui, c'est un appel d'air en plus. Outre le fait qu'en effet, il y a une incongruité à imposer cette violence identitaire d'une nationalité qui n'est pas désirée pour certains d'entre eux, d'autres ne la rejettent pas, mais en plus c'est un appel d'air pour effectivement bénéficier non pas de la nationalité, mais de la carte vitale. C'est pas la carte d'identité qui est intéressante dans ces cas-là pour eux. C'est les avantages. C'est la carte vitale. Donc ils veulent les droits sans les devoirs quelque part. Exactement. Mais pour éviter que ce soit un discours qui soit caractérisé souvent d'extrémiste, est-ce qu'on peut identifier les valeurs auxquelles il devrait, on va dire,
donner leur assentiment, parce que quelque part, entre cette notion de droit du sol, cette notion de droit du sang, on revient à un discours qui peut être perçu comme étant extrémiste. J'aimerais savoir quel est votre point de vue avec ces valeurs. Il n'y a pas d'extrémisme. Tous les Mahorais, en grande majorité, défendent l'abolition du droit du sol. Ce n'est pas un peuple d'extrême droite, ni un peuple raciste, c'est un peuple majoritairement noir. Donc, on voit bien que c'est un peuple qui se protège quelque part. D'abord, il se protège au cœur pour essayer de se retrouver au cœur d'une république qu'ils ont choisi de rejoindre. Et le cœur de cette république, elle se définit par son identité française. Et cette identité française, elle vient par la mémoire collective, elle vient par l'héritage, et un héritage multiple naturellement, mais c'est un héritage qu'il faut accepter, un héritage gréco-romain, judéo-chrétien, une France qui vient de Clovis, etc. Tous ces legs nous obligent. Et puis ensuite, il reste à construire naturellement ensuite une autre communauté de destin qui sera ce que les Français voudront qu'elle devienne, mais on ne peut pas, dans une société qui a en plus été construite sur l'unité et sur l'unanimité, enfin la cohésion, on ne peut pas non plus se permettre d'accepter, comme c'est fait aujourd'hui, une juxtaposition de communautés qui se réclament de ses propres règles, de sa propre culture, de sa propre religion, et qui, au bout du compte, sont en train de créer des mondes multiconflictuels. On nous avait dit que le nationalisme, c'était la guerre. Non, c'est le multiculturalisme qui est la guerre aujourd'hui. On le voit bien que ces guerres multiples qui commencent à advenir dans les contre-sociétés à travers des guerres de gangs, des guerres de tribus, mais également maintenant des guerres civilisationnelles, des guerres identitaires, des guerres de culture. On voit bien que ceci devient déjà insupportable et intenable pour ceux qui habitent dans ces endroits-là, et que à échéance de 20 ans ou 30 ans, ce sera une généralisation d'une sorte de guerre civile, ou en tout cas de sociétés claquemurées dans autant d'îlots qui se protégera de son voisin. Quand vous entendez Éric Woerth, donc ça vous fait sauter au plafond, en fait, de l'entendre dire qu'on n'a pas réfléchi sur ça. À vous entendre, on a réfléchi, on connaît les problèmes et on ne veut pas prendre position. Ça me conforte dans mon idée que le monde politique aujourd'hui ne produit plus d'idées, que le discours politique est un discours vide, et qu'il faut entendre, pour essayer d'entendre un discours qui soit un discours qui parle aux gens, il faut écouter notamment les agriculteurs, la base, les Français. C'est le même problème qu'avec les agriculteurs, quelque part. Je pense que les agriculteurs sont devenus le révélateur de cette France qui n'arrive pas à s'exprimer. C'est pour ça que cette France, très majoritairement, à 80%, s'est reconnue dans ces revendications des agriculteurs qui dépassent très largement leurs problèmes, et qui revendiquent par leur enracinement, par leur proximité du terrain, et par leur vie quotidienne, et par leur demande de protection d'un État qui soit un État régalien, qui reflète exactement ce que demandent les Français, enfin d'une grande majorité des Français. La France du ventre plutôt que de la France de la tête, quoi, quelque part. Non, parce que c'est une France du ventre qui parle avec sa tête. C'est vraiment, non, je ne la méprise pas du tout. Justement, il regroupe les deux, donc. Là. Oui, bien sûr. C'est une France, au contraire, qui est une France qui révèle l'intelligence collective, cette intelligence collective qui aujourd'hui n'est plus représentée par des élites qui, encore une fois, et là je vais me répéter, ne produisent plus d'idées. Alors, quand on parle des élites, d'ailleurs, c'est un des sujets de l'interview de Poutine par Tucker Carlson la semaine dernière, puisqu'il a ciblé les élites en disant les élites ne représentaient pas forcément et visaient un certain nombre de personnes qui gouvernaient. Quand on regarde dans les médias français, les médias mainstream, on a l'impression qu'il ne faut pas regarder cette interview. Jordan Bardella, je crois, hier, a même déclaré en disant je ne l'ai pas regardée. Pour vous, c'est une interview qu'il fallait regarder ? Moi, je l'ai regardée. Il a tort de ne pas la regarder. S'il a dit ça, je ne vois pas très bien pourquoi. Sinon, de faire une génuflexion politiquement correcte, mais dans ce cas-là, ce n'est pas très malin. Non, il fallait la regarder. Je ne dis pas du tout qu'il faille applaudir à tout ce que dit Poutine, mais en tout cas, par l'effet de contraste, les propos de Poutine étaient beaucoup plus élevés, beaucoup plus riches, si je puis dire, que les propos convenus que l'on peut entendre chez les dirigeants français. Tandis que Gabriel Attal montrait à l'Assemblée son chow-chow, son petit chiot, sur son portable à sa voisine Rachida Dati, alors pendant que l'on discutait d'une motion de censure, Poutine, lui, parlait pendant très longtemps, pendant plus d'une demi-heure, a parlé de l'histoire de la Russie, a parlé de l'âme russe, de l'âme de son peuple russe. Il a répété l'âme du peuple, l'âme de son peuple durant 2 ou 3 fois. Enfin, je n'ai jamais entendu un dirigeant français aller aussi loin dans une identification à ce qu'il représentait auprès de son pays. Je n'ai pas entendu le président de la République faire la gloire de l'histoire française, faire la gloire de l'âme du peuple français. Or, j'aimerais bien qu'il en fasse autant. C'est-à-dire, j'aimerais bien qu'il emplisse
le vide du discours politique dont on parlait par ce plein-là, par ce trop-plein-là. Donc j'inviterai au contraire, sans applaudir Poutine pour autant, ce n'est pas du tout mon propos, mais j'inviterai au contraire à comprendre comment un dirigeant politique arrive à s'élever au-delà même de son propre rôle pour essayer de comprendre qu'il a une vision, qu'il a sa vision en tout cas, qui en vaut une autre. Et d'ailleurs, vous remarquerez que Poutine lui-même, que je ne donne pas en exemple, encore une fois, à suivre, parce que je déteste l'autoritarisme et les autocrates, ce n'est pas du tout le modèle que je veux suivre, mais il lui-même a reconnu qu'il n'y avait qu'un seul homme qui l'impressionnait, c'était Elon Musk. Il a dit, personne ne peut arrêter Elon Musk, de mémoire. Je crois qu'il dit ça à un moment donné. Il a parlé de Xi Jinping aussi, en fait, au niveau de la Chine, au niveau de ses accords. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que le modèle maintenant de cet homme politique, c'est un grand entrepreneur. Et donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, l'histoire s'écrit à la fois à travers le peuple oublié, et là, on pourrait parler des paysans, et l'histoire s'écrit également maintenant à travers les grands entrepreneurs qui ont supplanté les dirigeants, et singulièrement les dirigeants européens qui n'arrivent pas à émerger et à faire preuve d'originalité en tout cas dans leur vision. Quand vous parlez du Premier ministre Gabriel Attal et de la photo qui est apparue avec son petit chien, il y a Philippe de Villiers qui a dit il était en basket, c'était pas une tenue de Premier ministre. Est-ce que ça vous illustre Oui, ce sont des détails, bien sûr. On pourra très bien me rétorquer qu'au contraire, c'était sympathique, c'était une image, une communication. Mais si vous comparez cette image-là à l'image, par exemple, de Poutine, pour reprendre à cette image-là, on voit bien que nous revendiquons de notre propre faiblesse. Et donc, nous ne sommes pas très attractifs, dans le fond, à montrer un Premier ministre qui montre son toutou comme il le ferait dans un salon de thé, tandis qu'aujourd'hui, la guerre est partout, que l'histoire est tragique, qu'il faut prendre des décisions que le gouvernement ne prend pas, que l'ensemble du monde politique ne prend pas depuis maintenant 40 ans. Si nous assistons à cette succession de chaos en France depuis maintenant 40 ans, c'est bien parce que le monde politique n'est plus à la hauteur. C'est pour cela que je pense qu'il faut maintenant se débarrasser d'urgence de ce monde-là. Je ne dis pas qu'il faut se débarrasser des élites. On a besoin d'élites, mais on n'a pas besoin de ces élites-là qui ne comprennent pas, encore une fois, la vie des gens, qui s'enferment dans leur entre-soi, dans leur tour d'ivoire, dans ce que disait Bayrou, donc qui s'enferme dans un sommet qui ne comprend pas la base. Si vous continuez sur ce mode-là, on va vers une révolution. Et Yvan Rioufol, ça fait 40 ans que vous êtes journaliste. En fait, vous avez vu une baisse de la qualité du journalisme, une baisse de la qualité du monde politique, une baisse de la qualité. Il faut prendre quel chemin pour restaurer tout ça, d'après vous ? Écoutez, il y a un effondrement assez général, singulièrement dans le monde politique. C'est vrai que sur le monde politique actuel, il y a peu de personnes qui sont très, très respectables. Enfin, je les compterai sur les doigts d'une main, et encore, peut-être qu'un ou deux doigts me suffiraient. Donc, il y a un effondrement de l'intelligence collective, il y a un effondrement de l'intelligence politique, un effondrement du monde intellectuel en règle générale, qui s'est perdu quand même dans le conformisme, dans le politiquement correct, dans le suivisme, dans le copier-coller. Et l'on voit bien aujourd'hui que face au coup d'état des réalités, face à ce que j'ai appelé la révolution du réel, c'est-à-dire à ce qui explose sous nos yeux une société qui ne correspond plus aux idéologies qui ont été plaquées, le monde politique n'a pas la réponse. Quand Wörth dit on n'a pas suffisamment réfléchi au droit du sol, cela montre bien que ce monde politique s'est endormi sur des pensées trop faciles. Ils veulent pas travailler, tout simplement. Le monde politique, le monde médiatique, et qu'au contraire, ceux qui travaillent du cerveau, si je puis dire, eh bien, ce sont les Français oubliés, c'est cette France raisonnable, cette France moyenne qui, par son instinct de survie, alors n'arrive pas à conceptualiser pour l'instant quels pourraient être les grands axes de survie d'une société, mais en disant qu'elles veulent en tout cas survivre et reprendre leur place au cœur de la démocratie, redécouvrent ce qu'est la démocratie, redécouvrent ce que sont les vertus d'un enracinement, ce que sont les vertus d'une souveraineté, d'une frontière, d'une proximité, et tous ces mots qui ont été bannis du discours politique et du discours médiatique depuis 40 ans, parce qu'ils étaient considérés comme étant des mots réactionnaires ou représentant la France moisie. C'est cette France dite moisie, vous savez, c'était le mot qui avait été celui d'un écrivain, son nom m'échappe à l'instant, quand il parlait de cette France provinciale, solaire, pardon. Et donc c'est cette France moisie-là qui n'a rien de moisi, au contraire, qui est une France qui est en train d'écrire l'histoire moderne de mon point de vue.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce petit tour d'horizon d'actualité. Peut-être le mot de la fin, Yvan, pour juste donner un peu d'espoir aux Français. Je suis optimiste parce que je pense que cette France oubliée est une France majoritaire. C'est la France de la périphérie, c'est la France rurale, la France de la périphérie. C'est une France qui représente 60 à 70% de la population française. C'est une France française et c'est une France qui n'entend pas, en effet, se laisser effacer. Ils n'entendent pas en rester là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit les agriculteurs revenir à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai soutenu les premiers gilets jaunes, pas les seconds, mais les premiers gilets jaunes parce qu'ils étaient le révélateur de cette exaspération d'une société oubliée. Et pour cela que je soutiens les agriculteurs, d'abord dans leurs revendications immédiates sur leur profession, mais également dans le message existentiel qu'ils font passer d'une France qui ne veut pas disparaître. Soutenir les agriculteurs, soutenir la base, mais pas la partie qui est au-dessus, qui fait partie du système. Trouver d'autres élites qui puissent remplacer ces élites-là, qui sont des élites qui, encore une fois, ne peuvent pas changer le monde puisqu'elles ont cautionné ce monde-là. C'est un monde, le monde a changé, nous vivons une révolution, peut-être même la révolution s'est-elle déjà achevée sous nos pas sans que nous nous en rendions compte, mais simplement il faut que ceux qui s'accrochent au pouvoir laissent la place parce que ceux-là ne feront que répercuter, qu'accentuer dans le fond les dérives d'un système qui est devenu un système à bout de souffle. Il faut en changer. Merci beaucoup à vous tous de nous suivre sur François. Une petite, on va dire un petit tour d'horizon avec Yvan Husso au sujet des sujets d'actualité qui nous touchent tous, qui vous touchent tous, et c'est ce qu'on essaye de faire chez François, c'est vous amener cette information autrement, cette information alternative. On sait qu'aujourd'hui il y a la loi sur les dérives sectaires qui revient à l'Assemblée nationale, qui fait grand bruit parce que c'est aussi une manière pour le pouvoir d'encadrer ce qu'on peut dire, ce qui est politiquement correct. Avec Yvan Husso, on sait qu'on a la parole libre. Merci beaucoup Yvan. Merci beaucoup à vous, Xavier. à vous tous de nous suivre sur François et continuez à nous soutenir parce que c'est grâce à vous qu'on est là. À très bientôt.